Bonsoir à tous et à toutes. Merci d'être encore une fois de plus présents pour ce Lance Foot. Nouvel épisode. On va bien évidemment débriefer de cette victoire à Bordeaux. J'ai déjà vu dans les commentaires que le Bordeaux était bouchonné, que le Bordeaux était bien bon. On va bien évidemment revenir avec vous tous en direct et je vous le rappelle, vous réagissez à l'émission puisque nous sommes en live et en simultané, s'il vous plaît, sur Facebook, lensois.com, Facebook, Lance Foot officiel et la chaîne YouTube que vous pouvez liker et vous abonner à la chaîne YouTube. Ça nous fera bien plaisir. On va accueillir la Dream Team de ce soir, la Dream Team des consultants sang et or pour cette émission. Vous le savez, ici, c'est zéro langue de bois. Tout ce qui devrait être dit sera dit. On va accueillir le premier. Tiens, regardez, il est là. Rémi Buisine. Salut mon Rémi. Cyril, salut à tous. Sylvain Charlet de France Bleu Nord. Salut Sylvain. Salut. Franck Quedru. Salut mon Francky. Bonsoir à tous. Ça va mon Cyril? Eh bien ça va, parfait. Bonsoir les gars aussi. Hein. Ça va, coach adjoint? Je suis un peu de lèche-botte. Ouais, vas-y. Ouais. Ça va aller. Et puis le dernier pour clôturer cette Dream Team de ce lundi 13 septembre, l'incontournable Jean-Guy Wallem. Salut Jean-Guy. Bonsoir à tous. El Maestro. Ça va? Tout va bien les copains? Vous êtes en forme? Ça va aller. Ça va. Rémi, ça va? Ça va, oui, ça va. Ouais. Oui, ça va. T'as vu ton copain Emmanuel Macron cette semaine, non? Non, c'est pas prévu. Ça va plus te quitter, ça. Hein. Ils ont fait un McDo à deux. Allez, bonsoir donc à tous, tous les supporters et supportrices là qui sont en train de se connecter. Vous réagissez donc en mettant vos commentaires pour débriefer avec nous de cette victoire. On va donc démarrer sans plus tarder parce que je tiens à vous préciser les copains que Monsieur Franck Quedru ne va pas rester très longtemps. Hein, 15 minutes. Non. Il y a un commentaire qui est fabuleux de Camille. C'est quoi? Heureusement que Franck s'appelle pas Patrick par rapport aux initiales. C'est fabuleux. Attends, je l'ai. Il est où? Il est là. C'est Camille qui dit déjà Patrick. que Franck s'appelle pas Patrick. Alors Camille, oui c'est vrai. Mais c'est vrai. À la rigueur, Philippe. Patrick. Bon, allez, on y va les copains. C'est parti pour ce Lance Foot avec toute la Dream Team. On va donc débriefer tous ensemble. Le débrief donc de cette victoire face à Bordeaux, plus de 20 ans qu'on attendait ça, une victoire en terre girondine et elle est enfin donc arrivée, une victoire 3-2 au terme d'un scénario, on peut le dire quand même assez fou. Lens est invaincu après 5 journées. La dernière fois que ça s'est produit, c'était lors de la saison 2002-2003, 5 journées avec donc aucune défaite. Nous sommes donc 5e au classement avec 9 points en poche. On peut regarder donc ce classement, on le voit. Pardon? Merci Optagent. On regarde les statistiques de cette rencontre avec donc 56% de possession de balle pour les Bordelais, 12 tirs pour le Racing, 5 tirs cadrés pour le Racing, 3 seulement pour Bordeaux et puis 367 passes réussies pour les Lensois et nous avons 470 passes pour Bordeaux. Les Lensois, les copains ont dominé la rencontre en termes d'occasion, de situation de jeu, mais c'est fait malmener dans la possession, surtout en seconde mi-temps. On va rentrer direct dans le cœur du débat pour ce débrief. Et selon vous, comment expliquez-vous la différence de visage entre les deux mi-temps de ce Racing? Jean-Guy. Moi, je parle déjà un peu de la première mi-temps. Je trouve que dans les 30 premières minutes, ils ont été mis un peu en difficulté dans le dos des deux pistons. Et ils ont réglé le problème, notamment dans le dernier quart d'heure, parce que les 10 dernières minutes, voire les 5 dernières minutes, ils peuvent tuer le match. Bon, ils ont fait le tuer à 2-0, mais on connaît le scénario derrière. Avec la barre de Sotoka, ça faisait 3, certainement. Et en deuxième mi-temps, je pense qu'il y a eu, comme ça arrive souvent, des fois, on ne sait pas trop si on doit encore attaquer ou rester derrière. Et puis, il y a eu un changement aussi du coach bordelais qui a fait 3 changements à la mi-temps et est passé d'un 4-3-3 en 4-4-2 qui a posé un petit peu plus de problèmes aux Lensois.
Non, mais Adli leur a mis le feu. Adli leur a mis le feu. Et c'est vrai qu'après, le système a beaucoup changé les choses parce qu'il est repassé à 3 derrière. C'était son système préférentiel depuis le début de la saison. Il s'est retrouvé aussi avec des pistons qui sont venus gêner les 2 pistons lensois. Et ouais, et puis après, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous les anciens, il y a ce côté psychologique aussi. Tu mènes 2-0, l'équipe en face doit faire le jeu. Inconsciemment, tu joues un peu plus bas, mais tu es moins offensif. En fait, Lens n'a plus joué selon ses caractéristiques, sa philosophie. Mais après, c'est normal. Ouais. Mais après, c'est normal. Je veux dire, moi, je n'aurais pas compris qu'il continue à partir, entre guillemets, à l'abordage alors qu'il menait à 2-0. C'était à Bordeaux de venir. Mais Bordeaux l'a bien fait. Ils ont été gênés dans les couloirs. Et surtout, Yacine Adli leur a mis le feu. Adli, très bon joueur. Hein. Ouais. Très bon joueur. Il est bien quand il rentre, lui, en fait. Ouais. Milan prêté à Bordeaux cette saison pour une dernière saison avec les Girondins et c'est lui qui a tout changé en seconde mi-temps. Tu arrives à la 39e minute de jeu avec un constat qui est un peu le même que contre l'Orient, de façon peut-être un peu plus mesurée, mais tu domines, tu as des occasions et tu es toujours à 0-0. Et là, je commençais à être inquiet, à me dire on est dans un scénario où on voit du beau jeu, c'est intéressant, mais on n'arrive pas à conclure. Attention à ne pas se faire sanctionner. Et puis, on marque 2 buts, assez logiquement, presque 3 avec la barre de Sotoka où ça se joue à rien. 2 superbes buts. Hein. Et ouais, deux buts magnifiques. Et en seconde mi-temps, c'est sûr que tu as un Racing qui est différent parce que tu es à l'extérieur et tu dois maîtriser plutôt ce score. C'est vrai que, comme le disait Sylvain à l'instant, il n'y aurait pas eu de raison d'aller à l'abordage alors que tu mènes 2-0. Et puis, tu as la donne qui change tout. C'est le changement tactique avec Adli qui a été phénoménal et qui a mis en difficulté la défense lensoise, même parfois un peu trop. Donc, ça a été un peu le point faible par moment. Et même si les Girondins n'étaient pas forcément si dangereux que ça il n'y avait pas forcément énormément de tirs cadrés, mais ils ont réussi à aller chercher l'égalisation. Ce n'était pas forcément totalement immérité par rapport à leur seconde mi-temps. Et heureusement que le Racing a pu avoir ce penalty mérité après une très belle entrée en jeu d'ailleurs de Wesley Sage. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Ouais. Sylvain. Non mais moi l'égalisation elle m'a rendu un peu fou. J'ai commenté le match et bon le premier Medina en effet il peut peut-être défendre un peu mieux sur Adli. Sur le centre, on est mal placé dans la surface de réparation, mais bon, quand il y a un but, il y a forcément des erreurs quelque part. Mais le deuxième, sur une touche, laisser de l'espace à Koscielny, laisser le ballon traîner dans la surface, ça m'a rendu dingue. Heureusement que Sotoka est passé par là derrière, parce que là, tu te dis 2-2, laisser ce ballon là à Onana qui traîne dans la surface, t'as pas le droit en fait. T'as pas le droit de prendre ce but sur la touche. Mais bon, voilà, c'est propre à cette équipe lensoise. Il se passe des choses partout dans les 2 surfaces de réparation. Le manque de maîtrise et de justesse technique dans les transitions offensives, ça n'a pas été flagrant pour vous, ça? C'est le coach qui va parler, là. Les 2 coachs vont parler. Vas-y, Franck. Tu n'as pas parlé pour l'instant. Oui, c'est vrai. Non, il y a eu, je pense, de la manque de justesse. Parce qu'en plus, ils avaient créé un certain décalage par moment. En cassant les lignes, surtout en première mi-temps, c'était flagrant. Mais il y a eu un manque de justesse. Et en deuxième mi-temps, on en répète, mais je pense que le changement a fait mal. Ils sont passés presque à homme pour homme. Tu vois, Ils ont dit, bon, maintenant, on va passer dans le même système et vas-y, on va jouer le duel. Et sur l'envie, et comme Lens, on a dit que Lens menait 2-0, tu es à l'extérieur, est-ce que tu continues à jouer? C'est pas à toi de te livrer et de te prendre en compte, surtout quand tu mènes 2-0 à l'extérieur. Mais c'est vrai que sur le jeu de transition, avec un peu plus de précision, tu pouvais tuer le match en fait, en début de deuxième. Mais c'est ça. Ouais. En fait, c'était un peu comme tu subissais en deuxième. Sur certaines actions, en fait, tu te précipitais, tu allais trop vite vers l'avant. Et forcément, oui, il y a du déchet. Donc, tu vois, il y avait un peu moins de justesse technique. Tout à l'heure, là, on a vu un commentaire passer, je ne sais plus, désolé, je ne me rappelle plus du prénom. Il disait attention derrière les pistons. C'est un peu comme la saison dernière. On a Jean-Guy qui en a parlé. Ouais, Jean-Guy, tu parlais de ça justement. Attention derrière nos pistons, c'est toujours le problème. C'est toujours l'équilibre. C'est toujours l'équilibre et le rapport de force dans les couloirs, forcément. Mais quand tu vois quand vous voyez qu'aujourd'hui, je crois que c'est Frankowski et Klaus, ils sont les meilleurs passeurs. Je ne sais pas si c'est du championnat, mais moi, ce qui est intéressant, je l'ai découvert aussi parce que je sais qu'il était ambidestre au niveau des pieds, c'est que Frankowski, des fois, il sent le pied gauche et il revient
sur son pied droit. Il a fait mal aussi de temps en temps. Je crois que sur le but, il Il revient a sur le été pied bon. droit. Et Calcutta qui est présent. Il y avait 4 joueurs Mansour dans la surface. Klaus, on sait que c'est sa qualité. Alors, la qualité les défauts des qualités, c'est que de temps en temps, mais je trouve par rapport à Lorient, parce que Rémi parlait de Lorient, ils ont un peu plus équilibré. Parce qu'on avait parlé, attention, Cahuzac, Fofana, c'est pas du tout. Fofana, c'est moins projeté. Voilà. Je pense qu'ils avaient réglé ça déjà un peu, mais ils ont fait mal dans leur force sur les côtés notamment. Des coups de pied arrêtés, ce qui a été remarquable aussi, c'est que bon, ils ont travaillé forcément, mais ce coup de pied sortant de Klaus, bon, quand il les met, ça arrive vite. Hein. Alors que Kakuta peut la frapper pied gauche aussi. Ils l'ont fait souvent et ils les ont mis en danger. Et sur la barre de Sotoka, c'est exactement le même. Alors, même si la défense de Bordeaux dormait en première mi-temps, parce que c'est des duels. Non, mais c'est des duels. Et alors, ils sont super bien frappés, mais bon, Medina, il est seul. Hein. Ouais, c'était hallucinant. C'était hallucinant. C'est vrai que la qualité de pied de Klaus et de Frankowski sur ces deux ballons, c'était vraiment quelque chose. Mais les mecs, ils avaient 6 mètres carrés autour d'eux pour mettre le ballon. Ça fera toujours. Fallait le mettre encore. Hein. La différence, c'est l'intensité que tu mets dans tes coups de pied arrêtés. Les coups de pied arrêtés, ça te fait gagner un match sur 2, j'ai envie de dire, dans ta saison. En première mi-temps, moi, ce qui m'a marqué dans le jeu des Bordelais, par exemple, qui ne proposait pas grand-chose, je ne sais pas si vous avez vu cette image-là, c'est-à-dire que souvent, ils ont eu la possession en première période, les Bordelais. Mais en fait, souvent, c'était stérile. Ils faisaient tourner derrière. Et en fait, ils attendaient que le bloc lensois remonte. Jouer long, deuxième ballon. Exactement. En première mi-temps, ils n'ont fait que ça. Ils ont mal négocié des deuxièmes ballons sur des frappes, notamment, où les lensois n'étaient pas à la retombée. Notamment dans le dos de Frankowski, parce que alors que Houdin, il joue faux pied, il est gaucher, ils l'ont mis dans le dos à chaque fois. Et ils ont été en danger. Bon, ils n'ont pas été efficaces. Et les 5 dernières minutes de la mi-temps ont été cruelles. Enfin, cruelles. Encore une fois, ils faisaient dodo pour les Bordelais. Après c'était mérité. Il n'y avait pas eu d'occasion franche des Lensois avant cette fin de première période. Ils ont été juste un peu gênés par les ballons longs, le deuxième ballon à la retombée. Tenez, regardez. Sans que ce soit efficace. Regardez le commentaire de Guillaume, très intéressant. Dans le jeu de possession, les lignes sont très étirées et l'adversaire se projette facilement entre les lignes. Saint-Etienne nous a fait très mal comme ça et l'absence de Doucouré à la transition saute aux yeux. Vous êtes d'accord avec lui ? C'est vrai, mais peut-être moins sur ce match par rapport à Lorient. C'est vrai qu'à Lorient, il y avait un déséquilibre au milieu qui était flagrant et je pense qu'il a fait énormément de mal au Racing. Autant là, c'est vrai que d'un point de vue tactique, ils ont bien travaillé parce qu'on voit que sur ces 2 semaines-là, le milieu de terrain était beaucoup plus cohérent d'un point de vue collectif, en tout cas. Et protégé. Voilà, c'est vrai que Cahuzac était moins un peu tout seul derrière. Fofana, il y avait un lien qui était mieux travaillé, mais après, c'est sûr que l'absence de Tchèque Doucouré, elle est là. La complémentarité entre Seko Fofana et Tchèque Doucouré, elle est très importante et son retour contre Lille sera extrêmement précieux. J'entends, on me dit dans mon oreillette qu'il y a un tacle par derrière. Mais qui veut tacler par derrière ? Eh bien, c'est Sylvain Charlet. Ouais, c'est Liman également, mais c'est Sylvain Charlet qui veut tacler par derrière. Il veut tacler notre Jonathan Grady. À chaque fois, c'est jamais un joueur, c'est toujours un journaliste. Ah ben. Même avec Sylvain, avec Sylvain ou Johan, c'est toujours les journalistes. Hein. Ah ouais, les journaleux. Vas-y, mon Sylvain. Donc, pourquoi tu veux tacler Jo ? Je tacle Jonathan parce qu'il a failli foutre l'après-midi en l'air. Ah, tu mènes 2-0. Tu es en place. Alors, il nous fait sa spéciale. Vous connaissez la spéciale Grady. Je prends le ballon, je projette, je casse les lignes. C'est génial. Moi, je trouve que c'est un des défenseurs aujourd'hui les plus complets. Alors, tu vas te les reprocher maintenant. Tu vas voir. Non, mais moi, ce que je lui reproche, c'est de le faire à 2-0. Il peut le faire, mais pas depuis sa surface de réparation. Il sort de sa surface, il part balle au pied au milieu de 3 Bordelais. Il pousse trop loin son ballon et il est à 2 doigts de commettre un attentat sur le Bordelais. Il a failli lui casser la jambe. Heureusement que son pied passe à côté de la jambe. Heureusement que l'arbitre n'est pas un arbitre de Ligue 1, mais un arbitre portugais. Il n'a pas la même sensibilité sur l'arbitrage. Parce que pour moi, au commentaire, pour moi, c'est rouge. Même s'il l'a à peine touché. Ah, pour moi, c'est rouge. Non, mais je suis convaincu qu'il va sortir le rouge. Et heureusement pour Joe, il sort le jaune. Parce que là, je me suis dit, mais là, Obrigado. Ouais. Bon, ils l'ont relancé différemment après, avec Adli. Obrigado, en effet. Mais Jonathan, là, sur ce coup-là, je me suis dit, qu'est-ce que tu fais, en fait ? Il est poussé par le joueur bordelais aussi, quand même. Moi, c'est ce que j'ai retenu aussi, c'est que dans son élan, c'est difficile.
Pour moi, c'est difficile de reprocher aux joueurs quelque chose qui va faire parfaitement à 98% du temps. Rémi, regarde Mika Lefebvre, derrière, il soutient ton truc aussi. Mais pas depuis sa surface. Quand il le fait, il est au moins à 30 mètres de son but. Tu vois ce que je veux dire? Là, il part de sa surface à 2-0. Pourquoi tu fais ça? On a Mika qui dit ok, d'accord, mais au ralenti, on voit bien qu'il est poussé dans le dos, qui le déséquilibre. Ah oui, non, mais c'est flagrant, on le voit. Hein. L'arbitre n'a pas le ralenti, par contre, donc il peut le sortir, hein, c'est sûr. Ouais. Une faute au départ. Après, donc, ce que vous êtes en train de me dire, et ça va peut-être mettre à plat mon tacle, c'est que comme il est poussé, il pousse loin son ballon. Ça peut avoir une influence? Ah oui, forcément. Pour moi, c'est une influence. C'est pas la même, ouais. C'est pas la même touche. Eh ben, oublie, on recommence tous, Cyril. Non, mais je maintiens quand même. Je maintiens quand même au moins, d'accord pour ça, mais ne prends pas cette initiative depuis ta surface quand tu mènes 2-0. Voilà. Et Bourak, il dit quoi? Il a dit. Mais Bourak, il a prévu d'en parler. Il a prévu d'en parler samedi après-midi sur la pelouse avec Jonathan. Et il a prévu un crochet extérieur. Crochet extérieur et frappe du droit. Mais après, je ne sais pas si ça terminera dans la lucarne comme la fois dernière. Bon, les amis, on va passer au café crème. Alors, qui a été élu café crème de ce match? Les supporters ont voté sur les réseaux sociaux, compte officiel de Lance Foot. Eh bien, regardez, c'est Jonathan Kloss qui est donc élu café crème pour ce match face à Bordeaux. C'était serré avec Florian Sotoka, 37% pour Jonathan et Florian Sotoka, 34%. Messieurs, le match de Jonathan. T'es pas d'accord, Franck? Tu n'aurais pas payé ton café crème à... Ah si, Jonathan, si, mais deuxième Sotoka, je trouve que c'est dur pour certains autres. Parce que Flo, à part le penalty et le but... il était bien, Flo. Moi, je le considère parce que, rappelez-vous... par contre, il fait beaucoup d'efforts, oui, c'est ça. Moi, j'ai pas la mémoire courte. Avant la trêve, on avait dit Sotoka, par rapport à comment il s'appelle, Ganago, pardon. Et j'avais dit à Rémi, qu'est-ce qu'on attend de Sotoka? Ben là, il a marqué 2 buts. Et c'est bien de le mettre en avant parce qu'on l'a dit, c'est quelqu'un qui fait beaucoup d'efforts. Et là, il a été efficace. Et c'est vrai que ça le remet un petit peu sur le devant de la scène, alors qu'il y a 15 jours, on avait dit, bon, voilà, avec comment on va jouer avec Ganago. Et moi, j'avais dit que j'avais été plus déçu par Ganago que par Sotoka. Et là, il a été efficace. Oui, un penalty, mais il faut le mettre. Ça, c'est vrai. Et après, il a la barre quand même, malgré tout. Donc, je l'ai trouvé forcément plus efficace que d'habitude. Et c'était la question qu'on se posait il y a 15 jours. Et ce qui était intéressant. Et puis le penalty, le penalty en plus dans les conditions qu'on connaît. 80, je sais plus, 93e, 93e. Avec Adli qui te met une petite pousse dans le dos, 5 minutes de vérification. Non, il a bien résisté à la pression. Et c'est vrai que moi, ça avait été mon tacle par derrière il y a 2 semaines parce que c'était justement par rapport au réalisme offensif. Bon, ça n'a pas forcément été toujours très concluant, mais c'est vrai que son activité dans le jeu a été extrêmement précieuse pour justement avoir un Racing conquérant. Après, c'est vrai que ça reste parfois un joueur un peu frustrant de ce côté-là parce qu'il apporte énormément dans le jeu et on aimerait aussi qu'il soit récompensé parce qu'il mériterait aussi peut-être d'avoir plus de buts au compteur. Donc, c'est parfois un peu la déception qu'on peut avoir. Mais sinon, sur les cafés crème, moi, j'aurais pensé à peu près pareil. Jonathan Kloss aussi. J'avais peut-être une petite mention quand même par rapport à l'apport de Wesley Saïd quand même, je trouve. Ah bon? Moi personnellement, je trouve qu'il a fait une très bonne rentrée. C'est lui qui provoque le penalty. Je n'aurais pas mis café crème, mais c'est ça. Je trouve que c'est quand même pas mal parce que quand même, je trouve sur certains matchs, l'apport de certains remplaçants était très faible sur certaines fins de match. Moi, par exemple, la rentrée de Corentin Jean sur ces derniers matchs, c'était désastreux. Faut dire les choses. On jouait à 10, on était voilà. Là, je trouve que l'entrée de Wesley Saïd sur le plan offensif, ça apporte quelque chose qui est intéressant. Et pour la rotation, pour les fins de match, où justement parfois on a besoin d'avoir cet apport supplémentaire, il a été bon. Donc c'est quelque chose d'encourageant pour un pari. Maintenant, il faudra le confirmer, mais c'est bien. Allez, classement café crème. Donc Fofana toujours en tête avec 3 cafés crème. Deuxième Kloss avec 2 cafés crème et Danzo troisième. À mon avis, il va y avoir un joli duel tout au long de la saison entre Fofana, Kloss. Vous allez voir, ça va. Je pense qu'ils vont se tirer la bourre tous les deux. On va parler de Frankowski parce que je vois qu'il y a beaucoup de supporters qui nous disent mais où il est Frankowski? Vous ne l'avez pas mis dans le café crème? Qu'est-ce que c'est? C'est vrai que Frankowski il a fait un match génial. Une passe D pour chacun de nos pistons. Donc on le disait, Kloss et
Frankowski. 3 passes décisives chacun depuis le début de la saison. De bon augure pour la suite. Jean-Guy, tu l'aimes bien ce Frankowski, hein? Non, moi j'ai découvert que, bon, même si on le savait, il n'avait pas forcément de pied fort, donc ça peut être des fois un désavantage. Mais là, c'est un avantage parce que il a la possibilité de centrer en première intention sur son pied gauche, où il pourra jouer à droite aussi, la preuve. Mais ce qui est bien, c'est qu'il met le doute, salut Kem, il met le doute aux défenseurs. Salut Ken. Il met le doute au défenseur parce que quand vous savez qu'il est gaucher, vous lui fermez. Et là, il revient. Alors, c'est toujours chiant parce que Franck, il sait, souvent, quand vous centrez entre le but et la défense, c'est toujours compliqué, même pour le gardien d'intervenir. Mais là, il met le doute. Donc, le défenseur ne sait pas s'il doit anticiper sur le pied gauche ou sur le pied droit. Donc, c'est une forme de doute pour le défenseur qui est intéressant pour Frankowski. Donc, je pense qu'il pourra aussi rendre service parce que Klose, quand il aura un petit peu moins de gaz, ou ça peut arriver, on sait qu'il peut jouer de ce côté-là aussi. Qu'avez-vous pensé, là on accélère un peu pour ce débrief, qu'avez-vous pensé les amis de la première apparition donc, de Wesley Saïd? Rémi, bon, bah, toi t'as bien kiffé. J'aimerais entendre l'avis de Sylvain sur la rentrée de Saïd. Eh ben moi aussi, j'ai trouvé ça très intéressant. Ça y est. Alerte rouge. Alerte rouge. Non, mais c'est pas ça. Je vais être obligé de vous quitter. Donc parle sur Wesley Saïd. Ouais. Non, Wesley, non, très bonne rentrée, très remuant, comme a dit, provoque le penalty et voilà, il a pas lâché jusqu'au bout. Bon, par contre, je vais devoir vous quitter. Tu pars un peu plus de la moitié de l'émission, donc tu seras payé un peu moins de la moitié, hein, bien évidemment. Mais bien sûr, c'est comme d'hab. Un verre d'eau vide, quoi. Je t'embrasse, mon Francky. Vas-y. Bon, bisous, je vous laisse. Salut, Franck. On continue, les amis. Alors, donc, on a parlé de Wesley Saïd. Rapidos, bon, on sait que voilà, il a fait une belle rentrée, il obtient le penalty. Je pense que c'est vrai que moi c'est aussi, de j'ai adoré. bonne augure. Non, mais je sais que tu as adoré. J'aimerais qu'on s'arrête sur le duo d'attaque. Qu'avez-vous pensé de la première titularisation de Kalimuendo et de son association avec Florian Sotoka? Moi, j'ai trouvé que c'était une association à 3. Avec Kakuta en meneur de jeu. On parlait de Sotoka et des embouteillages il y a 2 semaines. Et en fait, régulièrement, quand Sotoka décrochait, c'est Kakuta qui compensait, qui allait quasiment se placer en deuxième attaquant. Donc, pour moi, ils ont réussi à équilibrer les choses. Et après, tu sens qu'il y a la connexion, notamment entre Kakuta et Kalimuendo. Ça, ils l'ont pas perdu. Ils se sont beaucoup cherchés. Kakuta a beaucoup cherché Kalimuendo. Et pour moi, Kalimuendo, le moment fort, c'est son travail de fixation sur le premier but, en fait. Il est trouvé à 40 mètres du but dans l'axe. Et là, il est fort sur les cannes. Je crois qu'il est au duel. Je ne sais plus avec quel Bordelais il est au duel. C'est lui qui récupère le ballon. C'est même lui qui récupère le ballon. Et il ne bouge pas, il ne bronche pas, il est au contact. Et après, il va chercher Frankowski sur le côté. Non, c'est le Kali qu'on attend et qu'on a vu la saison dernière avec le Racing. Bon, voilà, ça demande bien entendu confirmation. Mais déjà, pour un retour, c'était pas mal. Ouais. Jean-Guy, toi, tu y crois à cette belle association? Oui, moi j'ai découvert un peu plus Kalimuendo parce qu'honnêtement, j'avais pas regardé trop l'année dernière. Donc là, sur ce match-là, c'est qu'un match, mais c'est vrai que je l'attendais pas forcément sur la récupération parce que c'est lui qui déclenche tout. Hein. La récupération, il écarte le jeu, Frankowski déborde. Et la présence, quand vous voyez après la récupération, il y a 4 Lensois, donc Kakuta. Il y a 4 Lensois dans la surface bordelaise et ça fait la différence. Après, avec la qualité des centreurs, puisqu'on l'a dit précédemment, ils sont tous les deux, Klose et Frankowski, meilleurs passeurs du championnat. La force de Lens est sur les côtés et la présence devant le but a montré l'efficacité. Ouais, c'est vrai. On a eu un message, alors il faudrait que je le retrouve. Voilà, comme quoi nous on est zéro langue de bois, je vous le dis tout de suite dans Lens Foot, on dit les choses quand il faut les dire et surtout on est à votre service, supporters et supportrices. On a Orano Stream TV qui fait pourra-t-on aussi parler de Jean-Louis Leca, que je trouve de plus en plus ric-rac, trop peu d'arrêts. Et je pense qu'il faut placer Farines, c'est le moment, point d'interrogation. Alors, on en parle beaucoup sur ce match-là, je ne pense pas, honnêtement. Autant il y a des fois, on peut avoir ce sujet de discussion, et c'est vrai que c'est fabuleux d'avoir 2 aussi bons gardiens avec le Racing, et d'avoir un jeune comme Farines qui pousse derrière, mais bon, là, il n'y a rien à reprocher à Jean-Louis Leca, il a fait son match, ses interventions, elles sont autoritaire, comme il faut exactement pour assurer sa défense. Enfin, il a fait son match. Je vois pas trop ce qu'on peut dire sur ce coup-là. Là, c'est un peu injuste pour le coup, je trouve. Mais voilà. C'est vrai que il a failli relâcher le ballon quand son pote l'a poussé à la 96e.
on a parfois. Cahuzac, Peut-être que il le parfois, pousse pour gagner il y a des gens qui ont dit la façon de gagner du temps de Cahuzac, c'est une nouveauté. Quand il pousse le gars, sur le ballon, la 96e. Vous avez pas vu? Il le pousse au sol, en fait. Ouais. Donc, non, mais c'est vrai que sur la fin de match, par exemple, on l'a attendu sur quelques ballons aériens et il est allé les prendre. Hein. Il en a bloqué 2-3. Dans mon souvenir, on a sorti 1 ou 2 des 2 points. Mais voilà, il a fait ce qu'il avait à faire sur ce match-là. Donc sur ce match-là, sur les prochains, il n'y aura pas encore le débat avec Farines. De toute façon, il sait que ça va arriver. Il a été préparé par son coach. Tout le monde sait très bien pourquoi Farines est là. Maintenant, le tout est de savoir. Farines n'était pas disponible. En plus, non, c'était Pandore. C'était Pandore qui était sur le banc parce que Farines rentrait du Venezuela et il a voyagé une 40aine d'heures selon le coach. Donc, Et là, apparemment, vous qui nous regardez, vous êtes plutôt pour Jean-Louis. Hein. C'est Kevin qui fait Leka sort déjà beaucoup plus qu'avant et ça fait du bien. On a Christophe sur ce match, il va chercher beaucoup de ballons aériens. Rémi, Leka est très bon sur les buts, il peut rien faire. On a Anthony Leka qui a fait un bon match hier, mais ses buts, il ne peut rien faire. Donc là, tu es en train de dire là aujourd'hui, il y a un débat sur Jean-Louis Leka. Non, je ne dis pas. Il y a des messages. Il y a beaucoup de quelques commentaires, mais il y a un message d'un supporter ou d'une supportrice qui nous demande est-ce qu'on peut parler de Jean-Louis Leka qui apparemment cette personne n'a pas trouvé Jean-Louis très performant. Moi je lis le message, je balance le dossier s'il y a un dossier, mais il n'y a pas de dossier, mais zéro langue de bois, les supporters ont la parole, donc je balance le message tant que c'est correct. Et après je trouve qu'on a une façon, c'est vrai, d'avoir un focus par rapport aux performances de Jean-Louis Leka qui est parfois peut-être trop importante. Dans le sens où on a une impatience légitime de vouloir voir Farines. On le voit en sélection, il fait des très bons matchs. Donc c'est sûr qu'en tant que supporter, alors il n'est pas parfait, il a déjà fait des erreurs aussi. Mais tu as cette impatience parfois parce que tu le vois des fois faire des matchs remarquables en sélection et tu te dis qu'il est que deuxième gardien à Lens alors qu'il y a beaucoup d'endroits où il sera titulaire. Donc tu as cette impatience un peu de se dire qu'on a un très bon joueur depuis 1 an dans nos rangs, qu'on n'a pas encore pu vraiment voir jouer avec le maillot du Racing. Et des fois, ça joue un peu sur Jean-Louis Leka où je ne vais pas dire que certaines personnes attendent l'erreur pour se dire qu'il faudrait Farines, mais parfois, on n'en est pas très, très loin. Mais il faut quand même rappeler que Farines, sur la dernière sortie avec le Venezuela, il y a une petite erreur sur un ballon. Alors, c'est une frappe lointaine avec une trajectoire qui termine un peu flottante. Il est un peu masqué au départ, mais il apprend un peu sur le haut du bras, là. Et je pense qu'il doit faire mieux. Il ne faut pas oublier que Farines n'est lui aussi pas parfait. Il avance, il continue de progresser, mais aujourd'hui, comme tu l'as dit, Rémi, il n'y a pas de débat. Très bien géré par le staff aussi. L'option d'achat est élevée, il a prolongé son contrat en connaissance de cause. Le coach l'a dit en début de saison. Il y a une transition qui est prévue à un moment. C'est pas annoncé publiquement, mais on a l'air de comprendre que c'est peut-être pour la saison prochaine. Ça pourrait être une idée. En tout cas, c'est une piste vraisemblable. Ça se fait en bonne symbiose. Farines sait qu'il est deuxième, sait qu'il sera deuxième cette saison, sauf coup dur majeur, blessure ou autre. Donc tant que ça vit bien dans le groupe, c'est important. Et puis, je pense qu'on aura le temps de le voir jouer, j'espère, de longues années avec Lens. Et puis, c'est un débat positif parce qu'il y a 2 bons gardiens. Ouais. Ça n'a pas toujours été le cas à Lens. Le mot de la fin. De Jean-Guy. Il est là, qui clôture le truc en 2 secondes. Bam, bim, badaboum. Tiens, regarde, on va le mot de la fin sur Jean-Louis, ce sera Xavier qui l'aura. Leka, c'est comme le Bordeaux. Plus il vieillit, plus il est bon. Voilà. C'est pas mal. C'est pas mal, j'aime bien. J'aimerais qu'on termine ce débrief, les amis, sur la force de cette équipe lensoise qui est, je dirais qu'elle ne supporte pas perdre. Vous êtes d'accord avec moi? Ça haine un petit peu de la défaite. Il y a un mental qui ressort de cette équipe. On le sent. Ça respire quand même quelque chose dans ce sens-là, non? Jean-Guy, toi qui as l'habitude de mener les groupes. Ouais, c'est déjà ça. Après, sur ce match-là, je pense que Bordeaux s'est enflammé un peu et a oublié qu'ils étaient menés 2-0 et a voulu peut-être gagner ce match-là, alors que quand vous revenez de 2-0 à 2-2, je ne dis pas qu'il faut s'en contenter, mais il faut avoir un peu plus de maîtrise. Mais c'est vrai que l'ADN de Lens, et ça se voit par les résultats, et je répète encore une fois, je trouve, et c'est comme ça, c'est leur jeu aujourd'hui, ils prennent trop de buts, parce que vous n'avez pas marqué à chaque fois 3 buts à l'extérieur pour gagner, c'est compliqué. Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce que tu penses de ça, Sylvain? Quel facteur, selon toi, provoque cet état d'esprit irréprochable? Parce qu'on ne retrouve pas ça dans toutes les équipes.
Bah, je crois que c'est le fameux groupe qui vit bien. Ouais. Je trouve que on n'est pas dedans, mais tu vois, hier encore les images à la fin du match au pied de la tribune. Enfin, tu sens que ces mecs-là, ils sont contents de jouer ensemble. Et puis ça a développé un état d'esprit parce que depuis le début de la saison, ils avaient passé leur temps à revenir dans des matchs. Et là, leur force de caractère, elle est différente. C'est-à-dire, tu es à 2-2 et les mecs, ils continuent à y aller pour gagner le match. Alors tu te dis, bon, 2-2, bon, ça reste un bon résultat. Tu as souffert en deuxième période. Non, mais ils y vont. Ils continuent de créer leur histoire, en fait. Ils se créent des souvenirs. Et là-dessus, ce souvenir-là, il était plutôt sympa hier. Et c'est une très bonne nouvelle parce que avec la fin de saison dernière, on aurait pu aussi avoir peur d'une petite frustration en début de saison. L'année dernière, le groupe était porté avec peut-être l'idée d'une qualification européenne que tu perds finalement sur les toutes dernières journées. Tu as le mercato aussi où peut-être que certains joueurs qui sont restés pouvaient avoir pour certains des aspirations extérieures et finalement, le collectif, il est reparti exactement de la même façon que la saison dernière et c'est quand même fabuleux de voir ça. C'est-à-dire qu'on a retrouvé le même groupe que la saison dernière. Ceux qui sont arrivés se sont très bien fondus dans le groupe. Et quand je parle de se fondre dans le groupe, ce n'est pas simplement d'un point de vue tactique sur le terrain, c'est aussi d'un point de vue humain collectif. On le voit dans le vestiaire. Danso, dès la première victoire à Monaco, c'était quasiment le plus expressif dans le vestiaire pour fêter la victoire. C'est des petites images comme ça qui font du bien et qui montrent que ce groupe vit bien. Puis on peut saluer bien évidemment le staff de Francaise qui, je pense, arrive à insuffler quelque chose depuis maintenant près d'1 an et demi qui est quand même assez fabuleux d'un point de vue des valeurs, d'un point de vue du côté humain. Et on sait qu'au niveau professionnel, c'est quand même très compliqué de réussir à tenir un groupe sur la durée quand on sait que certains vont avoir moins de temps de jeu, etc. Et finalement, tout le monde garde cet état d'esprit positif, même ceux qui jouent moins, donc c'est super. Tiens, j'aime bien, message de Philippe, comme quoi je vous dis, c'est les supporters qui décident, on est là pour vous. Philippe qui dit, possible de parler de Klose en équipe de France avant la fin du débrief, ensuite on vous laisse aller manger après. C'est vrai qu'on a la dalle. Jean-Guy, et ensuite chacun votre tour, on se fait un petit tour de table. Klose en équipe de France. Forcément un peu plus aujourd'hui, puisque Didier Deschamps a l'air de jouer dans un système qui favorise la rentrée de Klose à ce poste-là. Ouais. Parce que là, en fait, il a relancé donc en effet le système avec des pistons. C'était Hernandez et Dubois. Je pense qu'il prépare aussi la suite parce qu'il va falloir qu'il réintègre Mbappé dans son attaque. Et aujourd'hui, Griezmann sur un côté, ce n'est pas bon. Donc je pense que s'il met Griezmann axial comme Kakuta avec Mbappé et Benzema, il va conforter. Je pense que c'est l'idée qui va peut-être conforter dans les prochains mois l'utilisation du 3-5-2 en équipe de France. Et aujourd'hui, dans ce système-là, s'il est bon dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, je pense que Klose pourrait faire le match parce que moi, Dubois, il ne m'impressionne pas plus que ça par rapport à Klose. Et Klose, aujourd'hui, il a un pied droit. S'il arrive à sécuriser son jeu défensif, je pense qu'il peut entrer dans la danse. Vraiment. C'est vrai que tu as raison, Rémi, sur l'aspect défensif. C'est important pour Deschamps, notamment, d'avoir cet équilibre-là. Dubois le fait bien. Voilà, exactement. Et puis, au niveau international, c'est quand même le lot au-dessus. Mais là, le changement de système… Deschamps a déjà eu du mal à prendre Théo Hernandez. Je crois qu'il va mettre du temps à prendre Klose, malheureusement. Et moi, je suis entièrement d'accord avec Loïc. Je pense malheureusement, et j'espère me tromper, je pense que Jonathan Klose n'ira pas en équipe de France. Et puis tu as la question de l'âge. Mais je l'espère, mais je pense que Didier Deschamps… Tu as la question de l'âge. Bon, ça va, il a quoi, la 28, Klose? mais pour un sélectionneur de l'équipe de France, souvent, il y a aussi une vision… tu vas toujours privilégier des joueurs peut-être de 20-23 ans qui sont peut-être moins expérimentés, mais tu joues peut-être plus parfois sur le potentiel que sur les performances du moment. Après, je ne dis pas que c'est une bonne chose, mais j'ai l'impression que c'est le raisonnement de Didier Deschamps, parce que si on regarde d'un point de vue sportif, Jonathan Klose, pour moi, il a sa place en équipe de France. Il a fait une très bonne saison dernière. Il enchaîne en ce début de saison. Il y a une difficulté à ce poste-là. Voilà, après, c'est vrai que c'est compliqué. Lens reste encore une équipe qui était promue la saison dernière en Ligue 1, qui n'est pas européenne. Donc, c'est peut-être des choses qui jouent malheureusement parfois en sa défaveur. Après, on rappelle la hiérarchie. On rappelle la hiérarchie. Ouais, mais bon, rappelle-toi de Pavard qui a été appelé en équipe de France. Il jouait à Stuttgart en D2. Kamavinga, il a été appelé en équipe de France. Il ne jouait pas la Coupe d'Europe. Bon, après, c'est un cas particulier. Mais je rappelle juste la hiérarchie. Aujourd'hui, ça reste Pavard le numéro 1. Et derrière lui, il pourrait y avoir bataille entre Dubois. N'oublions pas Mukiele, mais qui a un peu perdu à Leipzig en ce moment. Et Klose pourrait, pourquoi pas, venir titiller. Mais Pavard non, pas dans ce système-là. Mais il y a ça aussi. Mais bon, après, Pavard, ça reste un des lieutenants de Deschamps.
Ah oui, ouais. bien sûr. Eh oui. Bien sûr. Donc ça compte. Hein. Bon, les amis, on sent que là, en plus, il y a beaucoup de supporters qui sont en train de réagir au dossier Klose en équipe de France. chaud, hein. On sait que ça fait énormément parler. On aura l'occasion d'en reparler. J'aimerais qu'on termine ce débrief par un mot sur la N2 avec les jeunes Lensois. Alors qu'ils venaient de trouver le chemin de la victoire le week-end passé, eh bien, les jeunes de Johan Demont ont pris une sacrée claque, malheureusement, sur la pelouse d'Épinal avec 3 buts en 25 minutes, défaite donc 4-0. Lens est donc 13e du championnat sur 18. Prochain match, il faut aller les supporter, il faut aller les aider. Ça sera donc à la maison face à Belfort, autre mal classé du championnat. Ça sera donc samedi 18 septembre à domicile, donc à 16h. Merci à vous, les copains. Merci à toi et merci à tous. Hein. Merci. À très vite, Jean-Guy. Bonne continuation, bien évidemment, avec Fréjus. On aura l'occasion de reparler dans la prochaine émission parce que ça commence à bouger là. C'est bon là. C'est très très bon. Et puis à toute l'équipe et puis à tous les supporters, les supportrices, merci de nous avoir suivis encore une fois de plus nombreux. Prenez soin de vous et on se retrouve donc vendredi. Attention, l'avant-match spécial derby. Oh, ça va être chaud bouillant. Un petit pronostic, Jean-Guy, sur le derby? Un partout. Oui, un partout. Rémi? 3-0 pour Lens. Allez. Sylvain? 2-1 pour Lens, première victoire depuis 2007. Ouais. Moi, je vois bien un 2-0. 2-0 pour Lens. Allez, on en reparlera. On en reparle vendredi, bien évidemment. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux et de vous abonner à la chaîne YouTube. Bonne soirée. Salut. Et bon appétit. Bonne soirée.